Le breton est un chien de petite taille, au poil pas trop long et avec un caractère doux et très sympathique. Il adore jouer avec les enfants pour lesquels il se montre un compagnon de jeu attentif, infatigable et très patient. Il aime beaucoup être câliné, faire des promenades en full immersion avec la nature, le verre, les bois, mais il aime aussi jouir de la paix de son petit coin préféré chez lui, auprès de sa famille, au milieu des commodités que peut offrir la vie en ville. Sa capacité d'adaptation le lui permet. S'il est tenu trop longtemps immobile et inactif, il s'ennuie à mort, parce que ce n'est pas dans sa nature et ne correspond pas à son mode de vie. Il est donc préférable de sortir souvent notre vivace petit ami et de le laisser courir et se déchaîner dans les prés afin de lui permettre de vivre le plus souvent possible quelque chose qui ressemble à la nature du chasseur. Il continuera ainsi à maintenir vive l'instinct, l'odorat et la joie irrésistible de se mouvoir en liberté, en battant les grands espaces qui sont son habitat préféré depuis un temps immémorial. La race est très ancienne, ainsi que l'étymologie probable de son nom. Au Moyen-Âge, en effet, dans la région de Bretagne, il existait des chiens autochtones dénommés chiens d'oiselle ou bien chiens couchants, chiens qui se couchent, qui étaient utilisés comme chiens d'arrêt en opposition aux chiens courants, chiens qui courent, utilisés à l'époque pour d'autres activités de chasse. Gaston Phébus, dans son traité de la chasse de l'année 1387, décrivait les chiens d'oiselle comme des animaux très doués pour s'aplatir au sol et employa pour définir cette particularité le verbe s'espeignir. C'est à partir de ce verbe probablement qu'est dérivé le mot épagnol, qui autrefois au contraire semblait dériver du mot espagnol. L'histoire de cette race canine naît donc en terre de Bretagne. L'habitat resté inchangé depuis des siècles, rempli de charme et de beauté, et riche de prés ondulés, interrompus par des bois touffus et impraticables, par des maquis de buissons ou roncerets et de nombreux étangs et petits lacs. Un paysage idéal pour le développement de la capacité de chasse pour tous les chiens de chasse, et en particulier pour une race inconstante comme l'épagnol breton. Les chiens d'oiselle, ancêtres sûrs de toutes les variétés des bretons modernes, étaient retenus infaillibles pour la chasse avec le filet, une espèce de petit filet lourd employé au Moyen-Âge pour capturer le petit gibier à poil et à plumes. Les histoires de l'époque racontent que ces chiens très agiles restaient complètement immobiles ou, comme disait Fernand Méry, dans un état de catalepsie, couchés et aplatis à terre jusqu'à ce que le valet ne vienne capturer le volatile, qui semblait être séduit et incapable de s'envoler, bloqué par le regard très attentif et pénétrant du chien. Cette particularité des chiens d'oiselle fut transmise ensuite par atavisme à tous les descendants qui successivement furent définis comme chiens de raie, terme qui dans le temps fut transformé en arrêt, chien d'arrêt, après l'apparition du fusil, ce qui mit fin à la chasse au filet. La race autochtone de la Bretagne s'est ensuite diffusée dans les siècles suivants dans d'autres zones de la France et subit plusieurs transformations génétiques, dues peut-être aux rencontres et aux mélanges avec d'autres races de chasse. À la fin de l'an 1700 en France, il existait deux différents types d'épagnols. Le premier qui s'était développé au pays d'Armor, l'autre originaire du Mont d'Arrée, côte du Nord. Celui-ci de taille moyenne, inscrit dans le carré, privé de queue ou avec la queue très courte, s'adaptait très bien dans les buissons épineux. Il était imbattable dans la chasse à la bécasse. Il avait une mantelure blanche et marron ou blanche et noire. Il est fort probable que la race actuelle se développa à partir de ce type de breton, même si à la moitié du siècle dernier, l'arrivée en masse des gentlemen anglais passionnés de chasse et amateurs de leur race de chiens d'arrêt produisit comme effet secondaire une longue série de croisements, voulus ou spontanés, parmi les petits et très rapides bretons indigènes et les chiens des chasseurs d'outre-Manche. Ceci s'est vérifié à cause des lois inflexibles de la quarantaine, qui empêchaient de laisser rentrer dans leur patrie des chiens anglais après les battues de chasse. Ceux-ci étaient obligés de rester dans les fermes bretonnes jusqu'à la saison de chasse successive. Les chiens nés de ces croisements étaient naturellement de sang mixte, mais ils furent également étudiés en expérimentant soigneusement les capacités acquises dans la nouvelle race qui s'était créée presque spontanément, et qui se révéla une amélioration dans la rapidité des mouvements, ajoutée à une plus grande agilité et une meilleure finesse du flair.
Depuis le début de l'an 1900, la race breton se stabilise dans ses qualités morphologiques et de chasse, grâce à l'œuvre du vicomte de Pontavis, grand et fameux éleveur de setters anglais couleur citron. Ce dernier effectua volontairement un mélange de races avec l'épagnol de Bretagne, donnant ainsi origine à la race moderne et fixant dans le temps ses caractéristiques. Avec des mélanges de races successifs qui visaient à ces objectifs toujours différents tels que rusticité, vitesse, épaisseur du manteau, aptitude à la chasse sur divers types de terrains, intelligence, rapidité, il créa l'image et le type de la race, en fournissant aux personnes intéressées des indications très utiles pour continuer son œuvre. En 1908, après la première exposition canine, à laquelle ont participé quelques exemplaires de la classe épagnole d'hiver, le breton fut introduit dans le monde de la cynophilie, presque simultanément avec la création du Club des races et la présentation à la Société centrale canine du premier standard officiel. En 1925, une exposition du breton fut organisée, à laquelle ont participé plus de 100 sujets vraiment homogènes entre eux. La race était désormais fixée définitivement, au moins dans ses caractéristiques morphologiques et esthétiques. Jusqu'en 1956, les couleurs du manteau admis par le standard étaient seulement le blanc-marron et le blanc-orange. Par la suite, le blanc-noir fut aussi reconnu. Standard officiel. Approuvé le 9 mars 1956 par le Club français de l'épagnol breton. Le breton est un cob, cob égale compact, c'est-à-dire un chien haut de terre au garrot, aussi long de la pointe de l'intérieur à la pointe de la cuisse. Étant donné que le standard est le modèle unique pour chaque race, celui de l'épagnol breton actuellement en vigueur est le suivant. Aspect général. Hauteur au garrot maximum 51 cm, minimum 46 cm. Hauteur idéale pour les mâles 48 cm à 50 cm. Pour les femelles 47 cm à 49 cm. Court de rein, tête arrondie avec museau et lèvres remontées. Les oreilles plutôt courtes. Frange ondulée, jamais bouclée, type cob. Queue d'environ 10 cm, peut-être sans queue. Truffe. De couleur plus foncée que celle du manteau, suivant la couleur du chien blanc-orange, blanc-marron ou blanc-noir. Bien ouverte, un peu plus anguleuse. Défaut, étroite à siffler, dépigmentée. Lèvres, mince, assez remontée, la lèvre supérieure doit dépasser de peu l'inférieure. Défaut, épaisse, trop descendante. Nez, plus court que le crâne, droit ou légèrement courbé. Proportion avec le crâne 2/3. Défaut, trop court ou trop long. Crâne, de longueur moyenne, arrondi, paroi latérale marquée et arrondie. Saut de nez frontal avec dépression assez sensible bien qu'il descende doucement. Défaut, carré, ogival, étroit, rond, saut du nez frontal trop marqué. Yeux, couleur de l'ambre foncé en harmonie avec le manteau, vivace et expressif. Défaut, trop clair, regard méchant ou à oiseau de proie. Oreille, insérée haute, plutôt courte que longue. Légèrement arrondie, frange parcimonieuse garnie de poils ondulés. Défaut, attachée bas, descendante, large, très bouclée. Cou, de moyenne longueur bien que proéminent des épaules sans trace de fanon. Défaut, trop long, trop gracile, trop près des épaules et lourd. Épaules, obliques et musclées. Défaut, droite ou trop oblique. Bras, musclés et osseux. Défaut, empâté ou gracile. Poitrail, profond qui descend pleinement jusqu'au niveau du coude, côte assez arrondie et assez large. Défaut, étroite, pas descendue, côte plate. Dos, court, garrot bien sorti, jamais encelé. Défaut, dos long ou encellé. Rein, court, large et vigoureux. Défaut, long, étroit et faible. Hanches, plus basses du garrot, elles doivent monter jusqu'à la hauteur du dos. Croupe, légèrement fuyante. Défaut, trop étroite, trop droite, trop fuyante. Côté, bien rentré sans excès. Défaut, gras et tombant. Queue, droite et pendante, si le chien n'est pas privé de queue.
toujours courte d'environ 10 cm, souvent un peu tordue qui termine avec une touffe de poils. Défaut, longue, nue. Membres antérieurs, très droits, métacarpe légèrement oblique, fin et musclé, franges peu fournies et ondulées. Défaut, métacarpe trop droit ou trop oblique, manque de franges. Membres postérieurs, cuisses larges, très descendues, très musclées. Garrot et pointe de la cuisse sur la même verticale, bien frangée. Frange ondulée jusqu'à la moitié de la cuisse. Métatarse en aplomb, garrot pas trop angulaire. Défaut, cuisse droite, sans frange, trop droite ou trop oblique. Pieds, doigts compacts, un peu de poil entre les doigts. Défaut, large, long, gras, trop rond et ouvert. Peau, fine, assez relâchée. Défaut, épaisse ou trop relâchée. Poil sur le corps, il doit être fin sans excès, plutôt plat ou légèrement ondulé. Défaut, bouclé ou trop soyeux. Manteau blanc-orange, blanc-marron, blanc-noir, tricolore ou rouané avec une de ces couleurs. Ensemble, trapu, petit chien élégant, bien que vigoureux, avec des mouvements énergiques. Il a la physionomie intelligente et présente l'aspect d'un coq plein de sang. La dépigmentation est un défaut. La dépigmentation de la truffe exclut le sujet. Allure, galop énergique composé et continu, se succédant avec des petits pas rapides, recueillis et accélérés, comme il faut pour un bréviligne. Dans l'ensemble, des mouvements pleins d'entrain et pétillants. Port de tête, tête portée haute, au-dessus de la ligne dorsale, mobile au vent pour effectuer une action d'exploration appropriée. Flair, le flair devra s'habituer à la nature du terrain en étendant et en resserrant le champ d'action pour effectuer un travail utile. Il devra être avide, continu et attentif. Arrêt, arrêt rapide ou après un contrôle rapide et résolu, toujours en position droite. Quand au contraire il se trouve à la poursuite du gibier, l'arrêt est foudroyant. Et dans n'importe quelle position, avec le regard adressé à la source de l'émanation. Si durant l'arrêt il sent une émanation récente, il ralentit la démarche et remonte à la source d'émanation, très attentif pour reprendre ensuite sa démarche habituelle avec un mouvement de colère. Guide. Il doit être spontané, fluide, décidé mais prudente. Elle ralentit et s'arrête à chaque arrêt du gibier. Récupération et rapport. Le sujet doit démontrer une attitude nette au rapport qui devrait être exécuté rapidement. Défaut. Galop rasant ou long. Arrêt écrasé, conduite à coup sec ou traînante. Parmi les chiens d'arrêt continentaux, c'est le plus petit, le plus vivace et joyeux, le plus amusant et infatigable ami de l'homme dans les battues de chasse comme dans la vie de tous les jours. Une de ses passions folles est de poursuivre et capturer le lièvre, mais il est aussi un très bon retriever dans les marais et les étangs, un habile chasseur de bécasses et d'autres gibiers à poil et à plumes. Ce bon et sympathique follet, un peu plus grand qu'un cocker, beaucoup plus agile et rapide que ses autres collègues de chasse, c'est l'Épagnol breton. Gaston Puchin disait que le breton a la passion pour la chasse dans le sang. Rien de plus vrai. Il suffit de laisser courir sur un terrain quelconque ce chien déchaîné et très intelligent, même sans avoir d'intention de chasse, pour voir comment il mettra immédiatement en fonction son odorat très puissant pour poursuivre quelque chose qu'il a seulement vu. Insouciant des obstacles de n'importe quelle nature. Notre follet court très vite, s'arrête, observe, puis recommence à explorer le terrain en suivant les effluves de quelque odeur intéressante. Il se faufile dans les buissons et peu importe s'ils sont pleins d'épines ou de simples feuilles. Et il importe encore moins à ce petit et agile athlète l'absence de son maître. De toute façon, il le retrouvera tout de suite grâce à son nez. À la chasse de bécasses, de perdrix ou d'autres volailles, c'est un chien infatigable. On le définit comme flair brillant. Justement pour sa capacité incroyable de forcer le maquis, de battre les bois, aidé par sa peau épaisse, souvent résistante, et aussi par sa modeste taille. Il est très fort dans les cultures qui ne sont pas excessivement hautes, où il bat le terrain d'un galop très agile et sans repos, en explorant avec une extrême précision chaque coin de la zone.
Le breton est très bon aussi comme retriever car il aime beaucoup nager et chercher le gibier tombé dans l'eau. Celui-ci échappe difficilement à son regard qui reste toujours très vif et attentif, même quand il nage. Sa peau est aussi imperméable et lui permet donc l'expression de toutes ses capacités de rapport en toute saison, même si quelquefois il est bon de freiner son enthousiasme et son activité infatigable pour éviter un gaspillage d'énergie trop grand. Il adore le gibier à poil, mais le lièvre a été et restera toujours sa véritable passion. Dans la chasse, cet animal semble en effet réussir à donner le meilleur de lui-même. Il poursuit le malheureux petit animal sans le perdre de vue une seconde, sans se préoccuper du terrain, des obstacles inaccessibles et de n'importe quelle autre chose qui se met entre lui et le lièvre. Quand il le rejoint, il se bloque et révèle parfaitement ce que disait Fernand Méry à propos de l'arrêt de cette race canine. Il tombe littéralement en catalepsie par inhibition motrice quand il découvre le lièvre. Il agit alors comme un somnambule, indifférent à toute sollicitation. Après s'être avancé à pas très lents, il prend d'un coup une attitude caractéristique. Le cou tendu, la tête en position horizontale, il se bloque sur 3 pattes, tandis que la 4e est pliée à la hauteur du corps. La queue est rigide et parallèle au sol. Il peut rester quelques secondes ou de longues minutes ainsi, tant que le gibier séduit ne peut changer de position. Il assumera donc une attitude couchée en restant parfaitement immobile, avec l'os de la mâchoire collé au sol. Ce chien très brillant et décidément rapide, résistant et infatigable, doit être bien dressé, afin de l'imiter et de réussir à contrôler sa vivacité. Le breton est aussi un câlin qui emploie son intelligence vive assez bien. Les constrictions sont donc à éviter en cours de dressage, ainsi que la brutalité et la violence qui pourraient blesser sérieusement et de façon indélébile son extrême sensibilité. On doit au contraire préférer les convictions lentes et souples constituées toutefois de la fameuse main de fer dans un gant de velours. On dit en effet, mais il pourrait s'agir d'un commérage, que notre petit chien serait susceptible, qui n'accepte pas facilement les injustices et les comportements excessivement durs, lesquels pourraient provoquer en lui des réactions franches et de rébellion. Le breton aime aussi la haute montagne et la neige. Il grimpe sur les roches et les arrête avec l'agilité d'un chamois, et il débusque d'une excellente manière les perdrix soi-disant blanches, très appréciées par certains chasseurs audacieux qui ne se contentent pas des habituels battus en terrain accessible. Un manuel français sur le dressage au flair et à l'arrêt conseille de laisser commettre au breton toutes les erreurs qu'il veut, afin que la recherche du gibier continue à l'intéresser et le passionner vraiment. En bref, une des meilleures méthodes de contrôle sur les attitudes de chasse de cette race est vraiment de laisser faire librement au chien ce que l'instinct lui suggère, en intervenant ensuite avec une éventuelle correction des erreurs. Une méthode très facile qui sûrement a été et sera utile à la conservation des nombreuses qualités qui font de ce chien un excellent chasseur. Une alimentation équilibrée est essentielle au développement complet de votre chien et pour pouvoir lui conserver forme et santé. Certains estiment que les chiens peuvent manger de tout et leur donnent donc toutes sortes d'aliments, souvent composés des restes de leur propre repas. Rien ne pourrait être plus mauvais, parce que ce qui est pour nous digestible et source de substances nutritives est souvent indigeste pour le chien qui ne peut le métaboliser. Une dernière recommandation. Il peut arriver qu'un chien n'ait pas faim et qu'il refuse la nourriture pendant 1 voire 2 jours. C'est tout à fait normal et dans ce cas, il ne faut pas lui laisser sa pâtée à disposition, mais l'enlever au bout d'un bref délai. Au repas suivant, changez les aliments. Si ce manque d'appétit dure plus de 2 jours sans autres symptômes, ou si dès le départ il s'accompagne de symptômes révélant une souffrance générale ou un état de prostration, consultez immédiatement votre vétérinaire. Ce sera très probablement une simple indisposition, mais inutile de prendre des risques. Il vaut toujours mieux être rassuré par un expert. Commençons par une très brève description de l'appareil digestif des chiens. Comme chez tous les carnivores, l'estomac possède des dimensions importantes, alors que l'intestin est relativement court. La première digestion dans l'estomac demande de 3 à 8 heures, puis la nourriture passe dans l'intestin,
où les substances nutritives sont assimilées pour être ensuite transmises à tous les organes à travers le sang. La grande capacité de l'estomac et la longueur du processus de digestion permettent de faire des repas abondants et assez éloignés l'un de l'autre. Bien entendu, pour conserver le chien en excellente santé, il faut lui fournir tous les éléments dont il a besoin, à savoir des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux. Lorsque le chien était un prédateur carnivore, il assimilait ces éléments à travers les animaux qu'il chassait, en général des herbivores. Ensuite, la civilisation l'a amené à se nourrir différemment, mais il sera toujours nécessaire de lui fournir les substances adéquates. C'est à travers l'alimentation que le chien produit l'énergie qui lui sert à maintenir ses fonctions vitales et à bouger. Plus l'activité sera intense et plus l'apport en énergie devra être abondant. Sans vouloir rentrer dans une étude alimentaire qui demanderait un traité entier, nous pouvons simplement dire que le chien a surtout besoin de graisses ou lipides, d'origine animale ou végétale, et que ce sont elles qui fournissent l'énergie qui lui est nécessaire et s'accumulent dans l'organisme pour fournir l'énergie de réserve éventuelle. Les protéines qui forment la plus grande partie du corps animal sont tout aussi essentielles. Elles sont indispensables à la formation de tous les tissus, en particulier des muscles, et constituent également la base des hormones et du sang. C'est dire si elles sont un élément irremplaçable dans une alimentation correcte, tout spécialement chez les chiots qui doivent encore construire leur corps. Les protéines se trouvent dans la viande, le fromage, les œufs, le poisson, tous aliments qui sont bien digérés par le chien, ainsi que dans la farine de soja, les arachides, les légumes secs, que le chien a davantage de mal à digérer. Toutefois, un excès de protéines est nocif et peut entraîner des troubles de diverses natures. Les glucides ne sont pas indispensables dans l'alimentation du chien. Ils sont cependant très utiles à la fin de la gestation. L'amidon, le plus important des féculents, est mal digéré par le chien et doit subir des traitements préliminaires, comme la cuisson, la réduction en flocons, etc. C'est pourquoi, si vous donnez des pâtes ou du riz à votre ami, il faudra les faire bouillir très longuement afin d'éliminer une bonne partie de l'amidon qui s'y trouve. Les fibres qui accompagnent souvent les glucides sont surtout utiles dans l'alimentation des chiens sédentaires parce qu'elles aident à prévenir la constipation grâce à leur vitesse de transit dans l'appareil digestif. Les vitamines, elles aussi, sont nécessaires, même si une très petite quantité suffit. Elles sont présentes dans de nombreux végétaux et sont synthétisées par les herbivores. C'est pour cela que lorsqu'un carnivore dévore sa proie, en général herbivore, il commence par l'intestin qui contient des résidus de nourriture végétale pas encore digérés. C'est également la raison pour laquelle, malgré votre déception, votre chien se nourrit des excréments d'animaux herbivores dès qu'il en a l'occasion. Un excès de vitamines peut avoir des effets négatifs. Si vous utilisez de la nourriture toute prête, avant d'ajouter des intégrateurs, lisez bien quelles sont les substances contenues dans la pâtée. En cas de doute, consultez votre vétérinaire. Les minéraux sont un élément essentiel et ils sont également fournis par l'alimentation. La carence de certains minéraux comme le calcium, le fer, le potassium, le sodium, le cuivre et d'autres peut entraîner une croissance irrégulière du chiot, avec de graves conséquences, et chez l'adulte un état de faiblesse générale ou même divers problèmes à différents niveaux. On trouve dans le commerce d'excellents produits tout prêts, aussi bien humides que secs, qui fournissent tous les éléments nécessaires à la croissance d'abord et au maintien de la pleine forme de votre chien ensuite. Même si vous utilisez des boîtes ou croquettes, vous pourrez quand même donner à votre chien quelques fruits ou un autre aliment qu'il apprécie, tout en faisant attention à ne pas exagérer et surtout à ne pas lui donner des substances nocives comme les aliments sucrés, les fritures, les sauces, le pain frais et avec beaucoup de mie qui sont très mauvais et pourraient avoir des conséquences très sérieuses à long terme. Si vous préférez préparer vous-même la pâtée, suivez les conseils de l'éleveur qui vous a vendu le chien ou ceux de votre vétérinaire habituel. En règle générale, sachez que la viande est l'élément essentiel, de préférence la viande bovine. Si vous lui donnez du cochon, il faut qu'il soit très bien cuit pour éviter les infections. La volaille et le lapin sont très bien également, mais absolument privés de leurs os. Les abats sont généralement appréciés, même s'ils sont moins riches en substances nutritives. Le poisson est un excellent aliment qu'il faut proposer cuit,
Il est particulièrement approprié lors des régimes pauvres destinés aux sujets ayant des problèmes digestifs ou dermatologiques. C'est également une bonne idée pour varier un peu le menu de votre ami. Les œufs sont bien tolérés et apportent de nombreuses substances nutritives. Ils sont particulièrement indiqués pour les chiots et chez les femelles en cours d'allaitement. Le jaune peut être consommé cru, mais le blanc doit toujours être cuit. Les graisses, telles que l'huile et le lard, sont toujours bien acceptées par le chien et sont particulièrement utiles dans les périodes de travail ou d'effort. 1 ou 2 cuillerées à café d'huile dans la pâtée sont toujours souhaitables. Le pain sec est une bonne source d'énergie, mais il doit être très bien séché. Il sert aussi à nettoyer les dents et à les garder en bonne santé. Les pâtes et le riz sont très semblables, mais ainsi que nous l'avons dit tout à l'heure, ils doivent être cuits longuement pour éliminer l'amidon difficile à digérer. Même s'ils ne sont pas indispensables, les fruits et légumes peuvent être donnés aux chiens qui les aiment. Leur apport nutritif est très limité et le seul intérêt réside dans l'apport de fibres brutes. Le dernier élément indispensable à la nutrition, même s'il semble inutile de le rappeler, c'est l'eau, qui doit toujours être à la disposition du chien, fraîche et abondante. Si on la met dans un bol, il faut la changer le plus souvent possible, surtout quand il fait chaud. Elle est encore plus indispensable si le chien consomme des aliments secs, non humidifiés. Le dernier aspect de l'alimentation à voir ici, c'est la fréquence des repas. À partir de la naissance, les chiots prennent leur repas en suivant des délais dictés par l'instinct de la mère et des autres chiots. Pendant le sevrage, on réduit progressivement le nombre de tétées et on les intègre avec des aliments appropriés, indiqués par un éleveur expert ou par le vétérinaire. Entre 1 et 3 mois, les chiots sevrés devraient faire 4 repas à des intervalles réguliers. De 4 à 7 ou 8 mois, on peut passer à 3 repas. De 8 à 18 mois à 2 et ensuite, si l'on veut, on pourra réduire la fréquence à un seul repas, même s'il n'est pas contre-indiqué d'en conserver 2. D'ailleurs, certains conseillent plutôt cette solution. Adopter un chien est une décision importante qu'il faut pondérer soigneusement et prendre en toute connaissance de cause. La vaccination doit toujours être effectuée le plus scrupuleusement possible afin de protéger non seulement le chiot, mais aussi le sujet adulte contre les maladies les plus communes. En règle générale, lorsque le chiot quitte son élevage, il a été vacciné entre 40 et 45 jours avec une primo-vaccination contre la maladie de Carré, l'hépatite contagieuse et la parvovirose. La deuxième vaccination polyvalente est légèrement effectuée 3 semaines plus tard. Elle couvre les 3 maladies précédentes, mais aussi la leptospirose. 1 mois plus tard, on pourra effectuer encore une vaccination quadrivalente également, puis les rappels seront indispensables tous les ans. Pour être vacciné, le chien doit être en parfaite santé et en particulier vermifugé. En règle générale, il faut exécuter un traitement vermifuge 2 fois par an. Il existe plusieurs types d'ascarides dont chacun infecte spécifiquement une espèce animale, homme compris. Il n'existe pratiquement aucun risque zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'infestation du chien à l'homme. Il est tout aussi important de protéger le chien contre les ectoparasites, à savoir ceux qui s'installent dans le pelage du chien, comme les puces ou les tiques, tous deux hématophages. De plus, les puces sont un hôte intermédiaire pour un type de ténia. Pour libérer le chien de ses fastidieux locataires, il existe de nombreux produits spécifiques, mais il ne faudra pas oublier d'intervenir également au niveau de l'environnement du chien. L'été accentue les problèmes provoqués par les hôtes désagréables, en particulier les tiques qui arrivent justement dans les premières chaleurs. Une course dans les prés, dans les bois, à proximité par exemple de fermes et d'élevages, peut comporter un retour avec des tiques. Ce n'est tout de même pas inévitable dans la mesure où certains facteurs prédisposent plus ou moins les chiens aux attaques de ces acariens, en particulier leur état général de santé. C'est là un danger sérieux pour le chien parce que la tique transmet la pyroplasmose, une infection grave soutenue par des protozoaires du type pyroplasma, qui frappe les animaux domestiques et peut conduire à la mort si elle n'est pas soignée à temps. Les symptômes de la forme aiguë de la maladie sont une fièvre souvent élevée, l'asthénie, la pâleur des muqueuses apparentes, l'hyperchromie des urines dont la couleur peut devenir marron noir.
Dans les cas avancés, ictère, état comateux jusqu'à arriver à l'issue fatale. Les tiques sucent le sang de leur hôte pendant 2 ou 3 semaines, puis une fois que la femelle s'est accouplée, elle se détache de l'animal et dépose ses œufs une semaine après. Les larves sont reconnaissables à leur couleur rougeâtre. Elles sont minuscules, on dirait de petites perles. Elles cherchent à leur tour un hôte sur lequel grimper, sucent le sang quelques jours, se détachent et se transforment quelques jours plus tard en une nymphe octopode de couleur bleuâtre. Vers août-septembre, elles sont devenues adultes et avec l'arrivée de l'automne, elles s'endorment au sol dans de petites cavités jusqu'au printemps suivant. En général, les tiques s'accrochent là où la peau est la moins épaisse, comme les oreilles, les aisselles, l'aine ou entre les doigts des pattes. Après une promenade dans la nature, vérifions toujours si nos amis ont recueilli des passagers clandestins. Une bonne hygiène commence par les soins du pelage. Pour la plupart des races, mais pas pour toutes, il est conseillé de brosser le chien presque quotidiennement afin de le débarrasser de ses poils morts. De nombreuses races ont besoin d'un toilettage particulier, à exécuter plusieurs fois par an. Il ne faut pas généraliser la notion qu'un pelage brillant est un signe de bonne santé, parce que pour certaines races, au contraire, il doit être plutôt opaque. Il ne faut pas laver le chien trop souvent car ses glandes sébacées produisent un suin qui exerce une fonction protectrice que les lavages menacent. Dans des conditions normales, la peau doit être toujours propre, sans pellicule ni desquamation d'aucune sorte. Si des altérations cutanées apparaissent, comme des eczémas, des zones d'alopécie, c'est-à-dire la chute du poil sans repousse, des épaisseurs ou une pigmentation anormale, il faudra consulter le vétérinaire sans tarder. En effet, de nombreuses maladies peuvent être légères et guérir sans difficulté, mais cela dépend toujours d'une intervention dans les délais les plus brefs possibles. Contrôlez régulièrement l'état des ongles. Les ongles s'usent d'eux-mêmes lorsque le chien exerce une activité physique normale, mais il est parfois nécessaire de les couper avec une pince appropriée. L'hygiène orale ne doit jamais être négligée et il faudra régulièrement faire un détartrage, surtout chez les races naines, parce que le tartre peut être à l'origine de piorés et de mauvaise haleine. Il existe dans le commerce des os qui constituent une récompense pour notre ami à 4 pattes, mais qui servent également de brosse à dents naturelles. Les dents de lait des chiots laissent progressivement leur place à la dentition définitive entre 4 et 6 mois. Pendant cette période, il convient d'inspecter régulièrement la bouche pour vérifier que tout se passe comme il faut. La filariose cardiopulmonaire est une grave maladie qui frappe le sang et le cœur provoquée par une nématode parasite, la Dirofilaria immitis. On la connaît depuis plusieurs siècles et depuis un siècle environ, on a compris l'important mécanisme de transmission de la maladie par les moustiques. Mais c'est au cours des 20 dernières années seulement, à cause de la diffusion rapide de la filariose chez les chiens de compagnie et de travail, que les instituts de recherche, sociétés pharmaceutiques et vétérinaires ont réellement consacré une attention croissante à ce problème. Il est donc important que les propriétaires de chiens connaissent dans les grandes lignes l'existence et les manifestations de cette parasitose. La maladie se transmet à travers une piqûre de moustique, lequel a pris les larves de filaire en suçant le sang d'un sujet infecté et les inocule ensuite à un chien encore sain. On comprend donc facilement pourquoi la maladie est très contagieuse et pourquoi elle est liée aux saisons printemps-été. Pendant 6 mois environ, les larves inoculées dans le sang du chien y mûrissent jusqu'à devenir des vers adultes, qui se localisent dans le cœur et dans les artères pulmonaires. Les filaires adultes produiront à leur tour de petites larves dites microfilaires qui vivront dans le sang. Les chiens les plus frappés sont bien entendu ceux qui passent le plus de temps à l'extérieur et donc les chiens de chasse, de travail et ceux qui dorment dehors. Les dommages infligés par la présence des filaires sont graves et concernent la fonction cardio-circulatoire. Au début, les symptômes peuvent être un chien qui se fatigue facilement et la présence de toux ou de problèmes respiratoires. Le vétérinaire procédera alors à divers examens cliniques et de laboratoire afin de confirmer la présence des parasites. Au contraire, les dommages dus à une filariose cardiopulmonaire chronique sont extrêmement graves.
Outre l'altération de la fonction cardio-circulatoire, il y a souvent des lésions du foie et des reins et un état d'hypersensibilité généralisée à tout l'organisme. Les programmes de prévention, en revanche, qui sont disponibles depuis peu d'années grâce à de nouveaux médicaments spécifiques, sont simples à réaliser et ne présentent aucun risque de toxicité pour le chien. Après un examen pour vérifier l'absence d'une infestation précédente, un médicament est administré par voie orale une fois par mois, pendant toute la saison chaude. Cela suffit à fournir une protection au chien, même s'il est piqué par un moustique infecté.